Au sud-est de la Méditerranée, l'Égypte couvre aujourd'hui un espace presque 2 fois plus grand que la France. C'est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique, et pourtant la plus grande partie du territoire national appartient au désert. Dans un environnement aussi hostile, la vie était impensable. Elle a réussi à s'implanter face au désert avec l'aide du Nil, le plus long fleuve du monde. Sans lui, l'Égypte n'existerait pas. Grâce à ses crues régulières, le Nil a déposé des alluvions fertiles sur les rives. Les cultures sont ainsi devenues possibles et la population s'est regroupée dans la vallée. Dès la plus haute Antiquité, on a considéré que l'Égypte était un don du Nil. Mais les bienfaits du grand fleuve auraient été vains sans le travail acharné des Égyptiens. La rotation des cultures, la construction de digues et surtout l'irrigation avec le chadouf équipé d'un balancier ont mobilisé toutes les énergies. L'addition de forces multiples, qu'elles soient humaines, techniques ou sociales, a changé la dimension du pays. Ces forces conjuguées ont permis la création d'une civilisation unique qui compte parmi les plus brillantes de l'humanité. Dans la chaleur intense et la pierre la plus dure, les Égyptiens ont taillé les tombeaux de rois et de reines promis à la vie éternelle. Dans la même pierre, et pour honorer leurs innombrables dieux, ils ont élevé des temples monumentaux. Malgré l'incroyable savoir-faire de leurs artisans, la pierre n'a pas toujours résisté aux outrages du temps. Il a donc fallu protéger le patrimoine contre des menaces multiples. C'est au bord du Nil, dans la ville du Caire, la capitale actuelle, que les premières mesures locales de conservation ont été prises. Il s'agissait de sauvegarder les vestiges tout en autorisant le public à les voir. Le musée égyptien du Caire remplit cette mission depuis le tout début du XXe siècle. Même si elles apparaissent figées dans la pierre, les collections retracent de manière vivante la longue histoire de l'Égypte pharaonique. Pour son contenu initial, le musée doit beaucoup au travail fondamental d'un égyptologue français, Auguste Mariette. Le savant est mort bien avant l'ouverture du musée, mais on lui a rendu hommage en plaçant sa tombe devant l'établissement. Depuis l'expédition de Napoléon, les archéologues français ont beaucoup travaillé en Égypte. L'Institut français d'archéologie orientale est aujourd'hui la première institution scientifique française installée dans le pays. L'un de ses anciens collaborateurs a publié un livre sur le musée, Jean-Pierre Cortegiani. Ce que j'ai voulu, c'était essayer de choisir des objets qui soient, au sens premier du terme, chacun un prétexte qui permette de dire quelque chose, que ce soit au point de vue de l'histoire de l'art, que ce soit l'histoire de l'Égypte elle-même, que ce soit, pourquoi pas, l'histoire de la découverte de l'Égypte, de ce qu'a été l'archéologie au XIXe siècle, et les épisodes un peu mouvementés, par exemple, qu'on peut lier à Mariette. Ma prétention était de faire un peu connaître des choses qu'on ne voit pas souvent. Un travail précieux pour identifier les personnages principaux, mais aussi pour s'orienter dans le labyrinthe des salles. Une clé pour aborder une écriture complexe dont le secret a été percé par Champollion, un autre Français. Et surtout, un filtre pour distinguer l'essentiel de l'accessoire parmi les milliers d'objets présentés au public. Les sculptures à elles seules offrent une infinie variété de matériaux et de dimensions. Véritable dieu sur terre, le pharaon Aménophis III prend les proportions d'un géant pour ses sujets.
À côté du monarque, la reine Tilly joue un rôle non négligeable. Malgré ses origines roturières, elle est représentée comme l'égale de son mari. La pierre s'habille aussi de bas-reliefs où l'histoire se raconte en hiéroglyphes. Sur les faces intérieures des sarcophages, les sculpteurs exercent leur art dans les moindres recoins. Jusqu'au sommet des pyramides, coiffées du pyramidion, les caractères d'écriture sont gravés à des endroits inaccessibles quand les textes s'adressent aux dieux. Comme la barque qui mène le pharaon vers l'au-delà, les objets rituels partagent les allées du musée avec les objets du quotidien. Mais les instruments les plus ordinaires sont décorés avec un tel raffinement qu'ils s'élèvent eux aussi au rang de l'œuvre d'art. Depuis des années, les collections sont très à l'étroit. La construction d'un nouveau musée a commencé en 2002. Le grand musée égyptien fera toujours appel aux témoins silencieux et immobiles de l'Égypte pharaonique. Celle-ci y trouvera cependant un autre rayonnement. La Basse-Égypte et la Haute-Égypte se réunissent à partir de 3000 avant Jésus-Christ. Les deux royaumes sont à l'origine de l'Égypte antique. L'unification très lente du pays est symbolisée par la coiffe du souverain qui associe la couronne du Nord avec la couronne du Sud. Elle s'ajoute aux autres attributs royaux. Comme le papyrus, la végétation aquatique abonde dans le nord du pays. L'eau omniprésente facilite l'exploitation des terres également enrichies par les alluvions du Nil. Le fleuve a créé un immense delta entièrement voué à l'agriculture. Les conditions sont tellement favorables qu'elles assurent plusieurs récoltes par an. C'est à proximité du delta et de son grenier à blé que s'installent les premiers pharaons de l'Égypte unifiée. La démesure de leur statut se retrouve dans leurs tombeaux. À Saqqara, près de Memphis, la capitale, le pharaon Djoser se fait construire une sépulture originale. Pour la première fois, elle adopte une forme pyramidale. Une innovation capitale réalisée par le grand architecte Amenhotep. Djoser rejoint sa dernière demeure au XXVIIe siècle avant Jésus-Christ. La première pyramide abandonne la brique pour la pierre. Et c'est une autre révolution. La pierre devient le matériau noble. On l'utilise pour les rois, pour raconter ce que fut leur vie et rappeler l'envergure de leur œuvre. Les Égyptiens croient à la survie après la mort. Le pharaon ne meurt pas. Son âme continue à vivre dans le tombeau. Il a donc besoin d'un abri pour l'éternité. Plus connues, d'autres pyramides sont élevées plus au nord à Gizeh, pendant la dynastie suivante. À cause de l'explosion démographique du Caire, elles se trouvent à présent dans la périphérie de la capitale. Elles appartiennent à un vaste ensemble funéraire parsemé de nombreux édifices plus ou moins bien conservés. Les hypothèses abondent, mais personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude comment on a construit les 3 plus grandes pyramides. Une réelle performance pour un travail colossal et d'une précision inouïe. Les angles du quadrilatère à la base sont rigoureusement droits. L'entrée des tombeaux est précisément orientée au nord et l'assise est parfaitement plane. Les pyramides possédaient un revêtement lisse qui parachevait la forme géométrique. Les proportions et les dimensions du monument symbolisent le pharaon. On dépasse l'échelle humaine pour atteindre la grandeur et la perfection divine. Le pharaon met de l'ordre dans le monde.
il crée l'équilibre et l'harmonie là où régnait un indescriptible chaos. Entre les hommes et les dieux, entre le ciel et la terre, la pyramide et le pharaon servent de trait d'union. Au musée égyptien du Caire, dans la moitié occidentale de la galerie principale, sont regroupées les sculptures contemporaines des grandes pyramides. Des œuvres rares. Elles ont 4500 ans. On y découvre les personnages qui ont pris l'initiative des pyramides, comme le pharaon Mykérinos, au centre du trio. À sa droite, la déesse Hathor lui accorde sa protection. On reconnaît la déesse bienfaisante à ses cornes de vache. La nature est une source d'inspiration permanente pour la religion et l'art égyptien. Képhren posséda également sa pyramide. La statue du pharaon en pierre contraste avec la statue en bois du Cheikh al-Balad. Les ouvriers qui l'ont dégagé lui ont donné le nom du chef de leur village parce que la ressemblance physique était frappante. Les matériaux dans lesquels les statues étaient exécutées ont naturellement influencé leur conservation. On mesure le caractère exceptionnel d'une statue quand on sait qu'elle est taillée dans un calcaire très friable. Dans la sculpture égyptienne, le corps humain est reproduit le plus exactement possible. Il semble pétrifié car il doit durer pour l'éternité. En revanche, le mouvement s'empare des sujets qui sont traités à travers les bas-reliefs ou dans les peintures. Ils sont soumis aux conventions particulières du dessin égyptien. Les personnages sont représentés tels qu'ils existent et non tels qu'on les voit. Le sculpteur révèle les yeux et le visage entier au regard du spectateur. Au lieu de cela, le peintre découpe le visage de profil, mais il présente la poitrine et les yeux de face. De plus, la taille des personnages diffère selon leur rang hiérarchique. L'artiste a placé sur le même pied d'égalité le prince Rahotep et son épouse Néphrite. Les yeux en cristal de roche ont effrayé les ouvriers qui ont découvert les statues. Autre convention de l'art égyptien, la peau des femmes est peinte dans une couleur plus claire que celle des hommes. Les statues en calcaire peint sont par nature très exposées aux dégradations. Mais que dire alors des sculptures rarissimes qui ont été façonnées dans le métal ? Le pharaon Pépi Ier est représenté grandeur nature. La statue est composée de feuilles de cuivre qui ont souffert d'une forte corrosion. Les cérémonies funèbres s'accompagnent de musique, mais les Égyptiens ne cherchent pas à enjoliver les choses. Ils atténuent à peine la réalité. Ainsi, le sculpteur a voulu masquer l'infirmité du nain Sénèbe en le montrant assis en tailleur. La place des jambes atrophiées est occupée par les enfants du couple pour équilibrer l'ensemble. Qu'elle soit belle ou ingrate, la nature plante le décor de tombeaux où la vie ne s'arrête jamais. Au moment où l'Égypte étend son influence à l'extérieur, le royaume unifié se désagrège à l'intérieur. La mer Rouge attire le centre de gravité du pays. 2000 ans avant Jésus-Christ, une petite localité commence à faire parler d'elle dans la vallée du Nil. Elle est promise à un destin exceptionnel, Luxor. La cité baptisée Thèbes par les Grecs de l'Antiquité va devenir la capitale la plus importante de l'Égypte pharaonique, tant au point de vue politique qu'au point de vue religieux. Les dieux vénérés ici exercent une influence considérable. Le temple de Luxor donne une idée de leur puissance. À l'entrée du temple se dressaient 2 obélisques. Un des 2 obélisques fut offert par l'Égypte à la France.
Il domine aujourd'hui la place de la Concorde à Paris. Le temple de Luxor connaît plusieurs transformations au cours de l'histoire. Son architecture et sa décoration portent la marque de différents souverains. Le sanctuaire est bien conservé parce qu'il est resté à moitié enseveli sous le sable jusqu'à la fin du XIXe siècle. Bordé de sphinx, une allée reliait jadis le temple de Luxor au temple voisin de Karnak. Pendant 2000 ans, l'édifice subit des aménagements incessants. Chaque pharaon apporte sa contribution en ajoutant des éléments à l'ensemble. Pour ce faire, il n'hésite pas à s'approprier les constructions de ses prédécesseurs en les détruisant ou en les recyclant. Le temple de Karnak est un formidable amoncellement de pierres qui a longtemps servi de carrière aux populations locales. Après des décennies de fouilles et de restauration, menées pour beaucoup par des archéologues français, les structures principales sont désormais connues. La pierre des monuments, aujourd'hui brute, est à l'époque pharaonique ornée de couleurs vives. Seules les parties abritées en conservent quelques traces. Les sculptures ont mieux supporté le vieillissement. Elles rappellent la vocation religieuse des lieux. Le bélier est l'animal sacré du dieu Amon. Son culte voit le jour à Karnak. Il se répand dans l'Égypte entière quand un pharaon décide d'imposer Amon comme la divinité suprême. Les dimensions du temple de Karnak témoignent de sa suprématie. À Luxor, les regards se tournent vers l'ouest. C'est là qu'au sommet de sa gloire, le dieu Amon, assimilé au soleil, disparaît à la fin de la journée. C'est là que les pharaons voudront être inhumés à la fin de leur vie. Au musée égyptien du Caire, les débuts de Karnak sont abordés dans l'aile occidentale. Il coïncide avec le commencement du Moyen Empire qui succède à l'Ancien Empire. De nombreux vestiges confirment l'omniprésence de la religion à Karnak. Les divinités y figurent selon leur rang, comme le dieu Horus à tête de faucon. Les temples deviennent tellement vastes que les sculpteurs réalisent les statues d'un même pharaon à la chaîne. Les visages laissent pourtant apparaître de nouvelles nuances. À cette époque, les traits du pharaon n'expriment plus la sérénité antérieure. Ils semblent plutôt manifester une évidente mauvaise humeur. Dans certains cas, le visage affiche même la contrariété ou les soucis. Il est vrai qu'à la fin du Moyen Empire, l'Égypte sombre à nouveau dans les luttes intestines. L'Égypte retrouve son unité territoriale autour de sa capitale Thèbes. Le nouvel empire prend forme à partir du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. La période est faste, alimentée par des conquêtes extérieures et enrichie par de fructueuses expéditions commerciales. Parce que le sommet de la montagne en face de Thèbes évoque une pyramide, les pharaons se font enterrer à ses pieds. Ils choisissent alors un tombeau d'un tout autre type, creusé dans la roche. De nombreux souverains, certains parmi les plus glorieux de l'Égypte pharaonique, ont regroupé leurs sépultures dans un même endroit sur la rive gauche du Nil. Malgré leur connaissance, les Égyptiens ne savent pas pourquoi le Nil déborde et pourquoi le soleil décline. Ce sont pour eux les symboles du renouvellement permanent et de la vie éternelle. L'édifice le plus impressionnant du site n'est pas un tombeau, mais un temple. Son architecture est unique, et la personnalité qui en décide la construction est tout aussi exceptionnelle.
Au musée égyptien du Caire, dans la partie consacrée au Nouvel Empire, elle impressionne encore par son ambition et sa détermination. La surprenante reine Hatshepsut. La belle jeune fille en pleine fleur, comme elle se fait appeler, ne se contente pas d'une vie oisive à la cour. La princesse succède à son père en évinçant le seul héritier mâle trop jeune pour régner. Sous les vêtements masculins, elle dissimule sa féminité. Elle s'empare des attributs royaux et prend le titre de pharaon. Son successeur brisera la plupart de ses représentations pour effacer jusqu'au souvenir de l'usurpatrice. Difficile pourtant de croire à un véritable coup d'État, car le jeune héritier est associé au pouvoir. La reine Hatshepsut régnera pendant une quinzaine d'années. La reine Hatshepsut était très en avance sur son temps. Dans la société égyptienne, la femme mariée occupe une place appréciable et les représentations sont assez conformes à la réalité. L'épouse est l'égale de l'homme en droit. Elle peut même disposer de ses biens, mais à condition de rester à sa place. Le pouvoir appartient aux hommes, peu enclins à le partager. Hatshepsut profite également de la vacance du pouvoir. Elle en adopte les signes comme l'Uraeus, le serpent que les dieux et les rois portent sur le front. Pour la punir, on la raye de l'histoire. Une autre femme fait également parler d'elle, Néfertiti. Elle entre dans l'histoire grâce à sa beauté légendaire et à son mariage avec le très controversé pharaon Aménophis IV. Il change de capitale, bouleverse les règles esthétiques, instaure une nouvelle religion et prend le nom d'Akhenaton. Une crise sérieuse, mais de courte durée. Malgré les rivalités et les conflits, l'Égypte connaît l'apogée de sa puissance et de son rayonnement au cours du Nouvel Empire. Dans son orbite, les peuples voisins sont parfois cités. Sur une stèle apparaît l'unique mention connue d'Israël pendant l'Égypte pharaonique. Au sommet de la société égyptienne, le pharaon cumule tous les pouvoirs: armée, justice, administration. Mais la première de ses fonctions est religieuse. Il s'attire les faveurs des dieux en organisant leur culte. Ainsi, il rend hommage à la déesse lionne Sekhmet. Avec les prêtres qui l'assistent, le pharaon est le seul à pouvoir entrer en relation étroite avec les divinités comme le dieu Amon, symbolisé par son bélier sacré. Devant les hommes par des sculptures monumentales, le pharaon affirme son statut. Il révèle une plastique parfaite en faisant la démonstration de sa force. Mais devant les dieux, il se fait tout petit, soumis à leur service, jusqu'à devoir pousser une simple barque. C'est le destin d'un dieu devenu homme. Après plusieurs siècles de déclin et quelques sursauts d'énergie, l'Égypte est intégrée à l'Empire romain. Le pays, miné de l'intérieur, n'a pu résister aux peuples qui bordent le littoral méditerranéen, comme les Libyens, les Perses ou les Grecs. De partout, c'est la ruée sur l'Égypte affaiblie, où les nouveaux maîtres laissent leurs empreintes successives, militaires ou culturelles. Mais la fascination pour l'Égypte est intacte. Les Grecs et les Romains sont impressionnés par la civilisation pharaonique. Ils partagent le même goût pour les constructions démesurées et le culte de plusieurs divinités. De nombreux temples ont été élevés dans la vallée du Nil pendant la période gréco-romaine. Il n'en demeure pas moins des exemples aboutis de l'architecture pharaonique par leur structure, par leur fonction et par leur décoration. Dans le temple d'Edfou, au sud de Luxor, sans se soucier que l'Égypte a changé de propriétaire,
le dieu faucon Horus continue de veiller. Les architectes font appel à de nombreuses colonnes. Le vide laissé entre les piliers est comblé par des panneaux sculptés en bas-relief. Différents détails permettent de répartir les colonnes selon leur forme. Le chapiteau, le sommet de la colonne, prend souvent l'aspect de végétaux, comme les feuilles de palmier stylisées. La nature est partout en Égypte. À partir de l'an 1000 avant Jésus-Christ, la fin de l'Égypte pharaonique est inéluctable. Les historiens désignent la période d'un terme aussi peu flatteur que révélateur, la basse époque. Pendant presque 1000 ans, les envahisseurs déferlent sur le pays désuni. Et pourtant les coutumes survivent. Les Égyptiens espèrent poursuivre après la mort la vie heureuse qu'ils ont connue. Il faut donc conserver le défunt en l'enfermant dans un ou plusieurs sarcophages aussi hermétiques que possible. En pierre ou en bois, les sarcophages finement travaillés et décorés sont évidemment réservés aux souverains, à leurs familles et aux notables. Les Éthiopiens, comme le roi Taharka, succèdent aux envahisseurs libyens. De nouvelles divinités apparaissent, entre autres la féroce déesse hippopotame, Touéris. Les différents apports s'ajoutent aux anciens qui restent en place. Tous les chefs, qu'ils soient nubiens ou assyriens, se proclament pharaons. Tous sont épris de culture égyptienne. Ils veulent porter les vêtements royaux et inscrire leur nom dans l'histoire. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Les rivaux se disputent le pouvoir et font de l'Égypte un champ de bataille. Thèbes, l'ancienne capitale, est mise à sac. Temples, palais et trésors sont pillés. La statue en albâtre de la divine adoratrice, une vierge destinée au culte du dieu Amon, échappe par miracle au désastre. Le nouveau grand musée égyptien doit héberger des collections qui souffrent de leur succès. Le nouvel établissement est prévu pour accueillir 5 millions de visiteurs par an. Une marée humaine que le vieux musée ne pourrait canaliser. وبنجد على مؤخرة ظهر الكرسي الملك توت عنخ آمون وزوجته. Deshalb sie es so genannt, Kanop-Gefäße, aber hauptsächlich war für ein Geweih gerichtet. 後咧，仙境裏邊發現有3個嘅蠶繭。嗱，咁陣間會入到一個 treasury 咧，就係全個圖坦卡蒙最值得睇嗰幾樣嘅最值得。When they found the chariots here, Carter, when they found inside the tomb of King Tutankhamun in 1922, they were in pieces. Mesdames, Messieurs, la visite se poursuit. Pour ne rien arranger, les flots de visiteurs ne se répartissent pas harmonieusement à l'intérieur du musée. Les foules avides de sensationnel prennent d'assaut quelques salles en particulier. Mais elles ne troublent pas le repos de Ramsès II, le grand pharaon. Les conditions de conservation sont très strictes. Nasri Iskander, ancien conservateur des momies. Nous utilisons des techniques modernes, des techniques qui reproduisent l'atmosphère des tombes. Cela veut dire que nous avons étudié beaucoup de tombes et de sites, et donc que nous connaissons tout de la situation des momies. En d'autres termes, nous avons créé une sorte de microclimat spécialement pour les momies, comme dans les tombes. La survie n'est possible que si le corps est conservé.
Le cerveau est extrait par les narines. Les autres organes sont enlevés par une incision dans l'abdomen. Le cadavre est plongé dans un bain de sel pendant 2 bons mois. Il en ressort complètement desséché. La peau du visage est remodelée, puis le corps est enveloppé de fines bandelettes en lin. Plusieurs centaines de mètres de tissu sont nécessaires. Les Égyptiens momifient tous leurs morts, mais à l'origine, l'opération est une prérogative royale. Nous avons déjà 27 momies royales, nous terminons d'en restaurer 11 et nous travaillons maintenant sur 16 autres que nous espérons terminer dans les 6 mois. Le musée égyptien du Caire est riche de milliers d'objets extrêmement variés. L'immense majorité d'entre eux proviennent de tombeaux. Comme les Égyptiens pensent que la vie après la mort est semblable à la vie antérieure, ils sont inhumés avec le matériel dont ils vont avoir besoin. Ainsi, la clepsydre permet de mesurer le temps qui passe grâce à l'écoulement de l'eau. La croyance égyptienne en la vie dans l'au-delà est une chance exceptionnelle pour les archéologues. Les tombes, telles qu'on les a découvertes, sont en effet remplies d'objets qui ont appartenu au défunt dans sa vie quotidienne. La tombe est une maison au sens propre, et son équipement doit s'y trouver. Quels que soient les matériaux employés, les ustensiles habituels ou rituels prouvent le savoir-faire des artisans de l'époque. Il convient effectivement de dire artisan plutôt qu'artiste, car la notion d'art pour l'art est inconnue en Égypte ancienne. Il n'existe pas d'objet d'art décoratif au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Aussi petites soient-elles, les statuettes ont toujours une fonction précise. Dans une tombe, les objets prennent une dimension religieuse, et comme l'espace est limité, ils sont souvent de taille réduite. Ils sont posés dans le tombeau pour invoquer une divinité. Mais ils peuvent aussi être placés directement à l'intérieur du sarcophage, sur le corps même du défunt, pour rappeler son statut social. La qualité et la beauté des objets sont les meilleures façons de garantir qu'ils vont durer pour l'éternité. Toutes les précautions sont prises pour que l'âme du défunt soit guidée sur un parcours hasardeux, semé d'embûches. À l'étage du musée du Caire sont exposées différentes pièces du mobilier présent dans la tombe, généralement en bois décoré. Avant d'être enfermée dans le sarcophage, la dépouille mortelle est posée sur le lit funéraire. Les opérations successives doivent se dérouler selon un processus extrêmement précis. Au risque de mettre le corps et l'âme du défunt en péril, seuls des prêtres et des embaumeurs spécialisés sont habilités à intervenir avec un matériel adapté et en récitant des formules magiques. Si la conservation du corps est impossible, une statue du défunt peut jouer le rôle de la momie comme support de l'âme. Dans le sarcophage, on place le livre des morts, une sorte de mode d'emploi qui aide le mort à trouver son chemin. Vêtu de blanc, le défunt doit passer les épreuves qu'il réussit grâce à des formules magiques. Elles sont inscrites sur le sarcophage en cas de trou de mémoire. Ensuite, on pèse son âme, représentée par un oiseau à tête humaine. Si l'âme est légère, c'est-à-dire sans faute, le défunt peut voguer vers l'au-delà. L'architecte fait le voyage pour la vie éternelle avec ses instruments de mesure. Équerre et fil à plomb sont donc incorporés au matériel entreposé dans la tombe. Beaucoup de techniques, d'outils et de métiers nous sont connus de cette façon. Chacun doit donner le meilleur de soi-même. Dans la vie terrestre comme dans la vie future,
le seul objectif est de plaire aux dieux en se mettant constamment à leur service. Rendre hommage aux dieux est un travail à plein temps. Il faut multiplier les prières et accumuler le maximum d'offrandes. Le défunt ne peut s'acquitter seul de toutes ces tâches. Pour se faire aider, les plus fortunés font reproduire à échelle réduite le personnel qui était à leur disposition de leur vivant. Des maquettes très instructives sur la vie quotidienne à l'époque pharaonique. Le cheptel en réduction accompagne son propriétaire dans l'au-delà pour lui assurer des ressources. L'ensemble constitue une mine d'informations sur la répartition des tâches dans l'agriculture. Le corps enfermé dans le sarcophage libère son double, représenté par 2 bras levés. C'est le double qui se présente devant les dieux pour que l'âme soit pesée. Le mobilier du tombeau varie selon la fonction et les exigences du défunt qui l'occupe. Clairvoyant, un prince s'est fait entourer de soldats armés de lances pour parer à toute éventualité. En 3000 ans d'histoire, les techniques et les supports utilisés par les artisans ont considérablement évolué, notamment grâce aux influences extérieures. Ainsi, à l'époque gréco-romaine, les principaux dieux, le sarcophage et la momification, sont toujours présents dans les rites funéraires. Mais la représentation du visage en peinture s'est complètement occidentalisée. Les apports extérieurs ont également compliqué la religion à l'extrême. Les Égyptiens ont associé à leurs dieux des divinités étrangères et certains dieux égyptiens ont essaimé en dehors des frontières. Les mouvements ne sont pas toujours faciles à suivre. À travers quelques esquisses réalisées sur des morceaux de calcaire, apparaît la caractéristique essentielle de la religion en Égypte. Elle tient dans le mélange des éléments humains et animaux. Ni les Grecs ni les Romains n'ont fait pareil. Beaucoup d'Occidentaux furent d'ailleurs choqués de voir une culture aussi évoluée accorder une place aussi grande aux animaux. Les couvercles à tête animale ou humaine ferment les récipients qui contiennent les organes prélevés dans le corps du défunt. Eux aussi doivent servir après la mort. Parmi les objets les plus courants de toute l'Égypte pharaonique, on trouve la lampe à huile. Les artisans ont donné des aspects humains à un accessoire indispensable. C'est avec la torche la seule façon de s'éclairer. Le soin apporté à la décoration d'un objet ordinaire révèle un sens aigu du raffinement. Ici comme ailleurs, les animaux sont là. Les animaux sont les dieux les plus anciens. Ils remontent à l'époque où l'Égypte n'était pas unifiée. Ils ont été conservés et combinés aux formes humaines lorsque le pays s'est peu à peu constitué. La partie la plus spectaculaire et certainement la plus visitée du musée est consacrée à un pharaon mort beaucoup trop jeune. Il n'avait aucune chance d'entrer dans l'histoire.
Il est pourtant devenu très célèbre, Toutankhamon. Les tombes des pharaons ont systématiquement été pillées. Celle de Toutankhamon est restée intacte depuis le XIVe siècle avant Jésus-Christ, pour le plus grand bonheur des archéologues. À l'intérieur, ils ont découvert un trésor d'une richesse inestimable. Un masque d'or était posé sur le visage du souverain décédé à l'âge de 19 ans. Dans les collines à l'ouest de Luxor, un archéologue britannique prospecta le site où de nombreux pharaons étaient inhumés, la vallée des rois. Après 6 années de fouilles, il dégagea un escalier conduisant à une tombe inviolée. En 1922, la sépulture de Toutankhamon était enfin localisée. La dépouille du pharaon est toujours en place, mais depuis 2007, le visage est présenté sous une vitrine pour le protéger des dégradations. La découverte fit sensation dans le monde entier. Le grand public apprenait l'existence d'un pharaon inconnu qui entrait dans l'histoire. On n'aurait probablement jamais entendu parler de Toutankhamon sans la découverte de sa tombe et de son fabuleux contenu. Le jeune garçon est devenu pharaon alors qu'il avait 9 ans à peine. Il figure dans la ligne de succession d'Akhenaton, le pharaon qui suspendit le culte d'Amon à Karnak. Comme son nom l'indique, Toutankhamon rétablit la primauté du dieu Amon. À cause de la querelle religieuse, des circonstances troubles dans lesquelles le jeune roi est arrivé au pouvoir, et en raison de son décès précoce, certains ont longtemps cru à une mort violente. Le corps a subi un examen au scanner qui a permis d'exclure cette hypothèse. Dans leur tombe, les pharaons étaient entourés d'objets précieux. La tête du dieu Horus a été façonnée en une seule feuille d'or. Les merveilles trouvées dans les sépultures de plusieurs souverains confirment que la mort n'était qu'un passage. Les parures n'étaient pas perdues. Elles se transmettaient aussi dans l'au-delà. Orfèvres, joailliers, tailleurs de pierres ornementales et sertisseurs, la maîtrise des artisans atteint ici des sommets. Les sépultures de pharaons très importants n'ont pas été retrouvées intactes. On peut rêver longtemps aux splendeurs qu'elles devaient abriter quand on fait l'inventaire du tombeau de Toutankhamon, un pharaon presque insignifiant au regard de l'histoire. Comme l'atteste Célie d'Apparat, les objets ne sont plus des modèles réduits. Le mobilier a des proportions réelles, car il doit, pense-t-on, réellement servir après la mort. Toutes les sépultures étaient pillées, parfois quelques jours après l'inhumation, et souvent par les ouvriers qui avaient creusé la tombe. Alors on peut se demander pourquoi la tombe de Toutankhamon a échappé aux pillards. En réalité, elle n'y a pas échappé. Elle a été profanée une dizaine d'années après la mort du pharaon. Mais les dégâts étaient minimes et les autorités refermèrent la tombe. La répression des voleurs a dû être sévère car la tombe a été oubliée. Par la suite, l'entrée a été recouverte des débris extraits d'un tombeau voisin et oubliée pendant plus de 3000 ans. Le mobilier est composé d'authentiques chefs-d'œuvre, d'autant plus impressionnants qu'ils ont vraisemblablement appartenu au pharaon. L'un des meubles dépasse tout ce qu'on avait pu voir jusqu'alors. Il s'agit d'un petit trône aux décorations remarquables. Il est en bois, entièrement recouvert d'or, d'argent, rehaussé de pierres ornementales et de verre en pâte colorée. Toutankhamon est sculpté dans le bois doré en plusieurs attitudes triomphantes. Pourtant, le jeune homme n'était pas une force de la nature. Il mesurait 1,70 m, une taille respectable pour l'époque, mais il semblait doté d'une constitution plutôt frêle.
Les experts pensent en effet qu'il s'est fracturé la hanche accidentellement peu de temps avant son décès. Une infection consécutive à la blessure pourrait avoir entraîné la mort. Malgré une allure chétive et une certaine fragilité, le pharaon est représenté dans des scènes de chasse accompagné par ses domestiques. On le montre également avec beaucoup de réalisme, guerroyant contre l'ennemi nubien. Une expédition militaire qu'il n'a sans doute pas vécue étant donné son jeune âge. Le pharaon est toujours magnifié. C'est un dieu vivant et sa valeur n'attend pas le nombre des années. L'archéologue qui pénétra pour la première fois dans le tombeau s'éclairait à la lumière vacillante d'une bougie. On imagine son effroi lorsque, dans la pénombre, il tomba nez à nez avec la statue d'Anubis, le dieu chacal, gardien des nécropoles. Depuis, l'archéologue est mort, mais le dieu veille toujours. Le musée égyptien du Caire présente 120 000 objets au regard des visiteurs. Avec les réserves et les caves, l'établissement contient plusieurs dizaines de milliers de pièces supplémentaires. À l'image du Caire, la ville la plus peuplée du continent africain, le musée déborde. La décision de construire le grand musée égyptien était donc une nécessité absolue. Le nouveau complexe doit s'élever à Gizeh, dans l'ombre des grandes pyramides. Malgré le projet de nouveau musée, il n'est pas question en tout cas d'abandonner le vieil édifice, comme le confirme le docteur Saleh Nagar, ancien conservateur du site de Gizeh. Il faut bien sûr le temps pour réaliser un tel musée et on va transporter beaucoup de choses du musée du Caire dans ce musée. Et on gardera quand même le musée du Caire comme un musée spécialisé dans une collection ou dans une période, ça dépend après. Sur des chantiers qui doivent tenir compte des infrastructures récentes, de très nombreux pays participent à des recherches archéologiques partout en Égypte. Américains, Polonais, Japonais, Allemands et Français travaillent sans relâche. Les autorisations sont données au compte-gouttes et les découvertes sont rigoureusement contrôlées par le Conseil supérieur des antiquités égyptiennes. En tout cas, le filon de l'archéologie en Égypte n'est pas près de s'épuiser. Il y a des masses de choses à découvrir. La preuve que chaque fois qu'on touche à un endroit, on tombe sur beaucoup de choses. La richesse de certains endroits comme Gizeh ou Saqqara est extraordinaire. Les archéologues estiment qu'il y a des sites en Égypte où l'on est certain de faire des découvertes. Les vestiges abondants n'attirent pas que les archéologues. Les autorités égyptiennes s'appliquent à empêcher les trafics et les produits des fouilles sont aujourd'hui strictement interdits de sortie. Reste le patrimoine monumental. Il n'est pas à l'abri non plus dans un environnement où le désert reprend vite ses droits. L'âme du défunt s'envole après la mort. Elle échappe à la pesanteur terrestre pour rejoindre le domaine des dieux. Mais elle peut revenir goûter à la vie qu'elle a connue ici-bas. Entre le néant désertique et la création exubérante, entre la mort et la renaissance, l'Égypte pharaonique a suivi pendant des siècles le même rythme.
l'Égypte a suivi le cycle immuable d'un soleil promu Dieu suprême. Elle a épousé le rythme capricieux d'un fleuve devenu nourricier. Elle a dressé des temples et chanté des louanges pour remercier les divinités de leurs bienfaits. Elle a élevé des tombes pour les approcher au plus près. Et tout cela a plu aux dieux qui ont conduit jusqu'ici l'Égypte des pharaons.